Alors bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de lire le Code du travail, non. On va voir le comité social économique, le fameux CSE, sous un tout autre angle, un peu comme une arène stratégique. Oubliez les règles super rigides et imaginez plutôt un art martial, l'aïkido social. L'idée, c'est d'utiliser la force de l'autre pour arriver à ses fins. Allez, on plonge directement dedans. Et voilà, cette citation pose parfaitement le décor. En aïkido, qu'est-ce qu'on cherche? Le centre de gravité de l'adversaire. Pour le déséquilibrer. Eh bien pour les élus du CSE, c'est pareil. Il faut trouver où se situe vraiment le pouvoir pour pouvoir agir. C'est la clé, le point de départ de toute notre discussion. Bon, on commence par qui? Le premier acteur, et pas n'importe lequel, la présidence. C'est elle qui représente l'employeur et donc qui détient une bonne partie du pouvoir. La première étape, c'est simple. Il faut comprendre qui est cette personne et comment elle fonctionne. Regardez bien ce schéma, il est super parlant. Il nous montre que présider le CSE, ce n'est pas juste avoir un titre sur une carte de visite. Non, pour que ce soit légitime, il faut que 4 choses convergent. Il faut l'autorité, bien sûr, la compétence, pour savoir de quoi on parle, les moyens d'agir et un vrai pouvoir de délégation. Si un seul de ces piliers manque, eh bien le pouvoir du président est bancal, il n'est pas complet. Et d'ailleurs, la loi vient protéger tout ça. Il y a des règles de stabilité qui sont cruciales. La première, c'est un seul président par réunion. Celui qui ouvre la séance, c'est celui qui la ferme. Point. La jurisprudence est très claire là-dessus. Deuxième règle, on doit savoir qui va présider avant la réunion. Logique, puisque c'est avec cette personne que le secrétaire va préparer l'ordre du jour. Tout ça, ça évite que l'employeur ne sorte un joker de sa manche au milieu d'une discussion qui le dérange. Ok, mais alors, la question qui se pose, c'est que faire si le président en face de nous est défaillant? S'il n'a pas les réponses, s'il n'a pas les compétences, comment on réagit? Eh bien, c'est précisément là que notre fameux aïkido social va nous être utile. Voilà 2 mouvements d'aïkido très concrets. Le premier, on utilise la suspension de séance. Ce n'est pas pour faire une pause café, non, c'est pour obliger le président à se lever et à aller chercher les infos qui lui manquent. On met la réunion sur pause tant qu'on n'a pas de réponse. Le deuxième mouvement, le procès-verbal. Il faut tout y noter, chaque manquement, chaque promesse non tenue, chaque réponse floue. On documente, on crée un historique. C'est une arme pour plus tard. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un enjeu majeur derrière. Un président qui ne joue pas son rôle, qui bloque le fonctionnement du CSE. Il ne fait pas juste une petite erreur. Il peut commettre ce qu'on appelle un délit d'entrave. Et là, on parle d'une infraction pénale, attention, avec une prescription de 6 ans. Donc oui, les enjeux sont vraiment très, très sérieux. Ok, on a parlé du président. Maintenant, déplaçons-nous vers l'arène elle-même, la réunion du CSE. C'est vraiment là que le match se joue. Et comme dans tout match, si on ne maîtrise pas les règles du jeu, on part avec un désavantage énorme. En gros, il y a 2 types de réunions. Les réunions ordinaires, celles qui sont prévues, régulières, où l'ordre du jour est négocié entre le président et le secrétaire. Et puis il y a les réunions extraordinaires. Et là, c'est un coup stratégique. C'est une réunion demandée par les élus sur un sujet précis. Et le point clé, c'est que leur demande devient l'ordre du jour. L'employeur ne peut pas rajouter des points pour diluer le débat ou noyer le poisson. C'est un outil super puissant pour forcer la discussion sur un sujet urgent. J'adore cette citation, elle résume tout. La suspension de séance. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important. Il ne faut surtout pas voir ça comme une fuite ou un aveu de faiblesse. Pas du tout. C'est un mouvement tactique. C'est le temps mort au basket. On sort du terrain, on respire, on se regroupe, on consulte nos notes, un expert, et on revient dans le match avec une meilleure stratégie. Alors concrètement, quand est-ce qu'on s'en sert? Ça peut être pour faire baisser la tension quand le ton monte. Ça peut être pour aller vérifier un document ou un chiffre essentiel, ou tout simplement pour que les organisations syndicales puissent se parler entre elles sans que la direction écoute. C'est un droit, et si la majorité des élus titulaires le votent, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Ah, la tactique du joueur remplaçant. Elle est maligne, celle-là. Imaginons que dans l'entreprise, les suppléants n'ont pas le droit d'assister à toutes les réunions. Qu'à cela ne tienne, on peut quand même les faire entrer sur le terrain pour des moments clés. Comment? On les invite en tant qu'experts sur un point précis de l'ordre du jour. Ça permet de faire appel à leurs connaissances sur un sujet technique par exemple. C'est une super façon d'utiliser toutes les ressources de l'équipe. Bon, on a vu le président, les réunions. Maintenant, on va s'intéresser à une autre partie du jeu, les commissions. Il y a un piège classique, c'est de les voir comme des sortes de mini-CSE. C'est une grosse erreur stratégique. On va voir pourquoi et surtout comment bien les utiliser. Ce schéma, il est limpide. Il montre le bon flux du pouvoir. La règle est simple. Les commissions travaillent pour le CSE, elles ne le remplacent pas. Leur boulot, c'est de faire des recherches, de préparer un dossier, de rédiger un rapport. Mais la décision finale, la délibération, le vote, ça, c'est le pouvoir exclusif du CSE et uniquement du CSE en réunion plénière. Et ça nous amène à un point où il y a souvent une énorme confusion. La CSSCT, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Beaucoup de gens pensent que c'est le nouveau chez ACST.
C'est faux. L'héritier de toutes les compétences du CHSCT, c'est le CSE. La CSSCT, il faut la voir comme une commission d'experts. Elle propose, elle prépare les dossiers, elle a l'alerte. Mais c'est le CSE qui dispose. C'est le CSE qui a le pouvoir de décision. La différence est fondamentale. Et pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Parce qu'il y a un vrai risque de court-circuit de la part de l'employeur. La tentation peut être grande d'essayer de boucler les débats et de prendre des décisions directement en commission pour éviter la discussion en CSE plénier. Sauf que c'est un piège. C'est dangereux parce qu'une commission, ça n'a pas de personnalité juridique. Ça ne peut pas aller en justice. Il n'y a que le CSE qui peut le faire. Alors, imaginons le pire des scénarios. Le jeu est complètement bloqué. Le président est défaillant. Les discussions n'avancent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout est perdu? Non. Il reste un dernier recours, une sorte de carte maîtresse, une force extérieure. Il est temps d'appeler l'arbitre. L'analogie du sport est parfaite ici. Imaginez un match où l'arbitre, qui est censé être neutre, est en fait le coach de l'équipe adverse. C'est un peu ça, un employeur qui ne respecte pas les règles sur la santé et la sécurité. Eh bien, dans ce cas, l'équipe des élus a le droit de dire « Stop, on demande un autre arbitre ». Et cet arbitre de remplacement, qui va venir siffler les fautes, c'est l'inspecteur du travail. Mais attention, on n'appelle pas l'arbitre pour un simple désaccord. C'est une option de dernier recours et la loi a prévu des cas très précis. Ça ne concerne que les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Par exemple, si l'employeur refuse de convoquer une réunion extraordinaire demandée, s'il zappe les 4 réunions annuelles obligatoires sur ces sujets, ou s'il refuse tout simplement d'appliquer une décision votée par le CSE. Et comment ça se passe en pratique? La procédure est en fait assez simple. Étape 1, il faut une demande formelle, signée par au moins la moitié des membres du CSE. Étape 2, l'inspecteur du travail reçoit cette demande et peut alors convoquer lui-même la réunion. Et étape 3, le coup de maître, il peut même présider cette réunion en prenant carrément la place de l'employeur. C'est vraiment le mouvement ultime pour débloquer la situation et rétablir l'équilibre. Voilà, on a vu ensemble comment décoder la présidence, comment maîtriser le jeu des réunions, bien utiliser ses alliés que sont les commissions, et, en cas de blocage total, comment faire appel à l'arbitre. On le voit bien, le CSE, ce n'est pas juste une succession de règles à appliquer bêtement, c'est un vrai terrain de jeu stratégique. La question qui reste maintenant, c'est de savoir comment mettre tout ça en musique dans la réalité. Alors quel sera le prochain coup à jouer? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept innovant pour les représentants du personnel, l'aïkido social au sein du comité social et économique. L'idée centrale de ce playbook stratégique est de cesser de subir le droit du travail comme une contrainte pour en faire un véritable levier d'action, en transformant la force de l'interlocuteur en opportunité stratégique. Qu'est-ce que l'aïkido social? Contrairement à l'affrontement direct, souvent épuisant et stérile, cette approche privilégie la redirection stratégique. Ne forcez pas le passage là où la porte est close, utilisez plutôt les interstices du droit. En identifiant précisément le centre de gravité du pouvoir de l'employeur, vous pourrez rediriger son action pour servir vos objectifs plutôt que de subir sa force. Le premier centre de gravité à comprendre est la présidence du CSE. Le président détient l'autorité, les moyens et la compétence, mais il est aussi soumis à des règles strictes. Notamment celle de la Cour de cassation, il ne peut y avoir de président. Celui qui ouvre la séance doit la mener à son terme. Toute délégation de pouvoir, même orale, doit être prouvée par les actes, ce qui constitue un point d'ancrage crucial pour vos stratégies. Face à un président défaillant, 2 voies s'offrent à vous. À court terme, la tactique de l'épuisement consiste à suspendre la séance de manière répétée pour contraindre l'employeur à fournir les documents manquants. À plus long terme, vous pouvez tendre un piège juridique en consignant méticuleusement chaque manquement dans le procès-verbal, ouvrant ainsi la voie à une action pour délit d'entrave ou à une saisine de la justice. Le secrétariat est la clé de voûte de l'instance. Sans secrétaire, le CSE ne peut légalement fonctionner. Nous voyons ici l'importance capitale des moyens alloués. Si un secrétaire suppléant n'a aucune heure de délégation, son action est paralysée, ce qui peut constituer une entrave de la part de l'employeur. Il est essentiel de sécuriser ces crédits d'heures, soit par le règlement intérieur, soit par un vote majoritaire. La maîtrise du terrain passe par le contrôle de l'ordre du jour. C'est une disposition d'ordre public fixée conjointement. Tactiquement, retenez bien que la personne qui négocie l'ordre du jour avec le secrétaire doit impérativement présider la réunion. Concernant le déroulement, rappelez-vous qu'une réunion ne s'arrête que par l'épuisement des points inscrits ou par un vote de report, l'employeur ne peut décider unilatéralement de lever la séance. La suspension de séance est votre espace de respiration.
Ce n'est jamais une fuite, mais une reprise d'initiative. Elle permet d'apaiser les tensions ou de consulter un expert. Le processus est simple, un vote à la majorité des titulaires suffit. Vous pouvez même exiger l'exclusion de la direction de la salle. Une fois la suspension terminée, l'obligation de reprendre pour épuiser l'ordre du jour s'impose à tous. Pour renforcer votre position, intégrez stratégiquement les suppléants. Vous pouvez les faire voter comme « invités » pour éclairer les débats, préparant ainsi la relève. Plus radicalement, l'article L. 2315-27 permet à 2 membres, y compris des suppléants, de demander une réunion extraordinaire. L'employeur est alors contraint de les intégrer aux échanges, sous peine de commettre un délit d'entrave. Passons aux commissions, elles sont les « petites mains » du CSE mais ne doivent jamais agir de façon autonome. La règle d'or est qu'une commission ne dispose d'aucun pouvoir propre, elle n'est qu'un organe d'expertise. C'est toujours l'instance plénière du CSE qui valide ou rejette ses conclusions. La commission propose, mais c'est le CSE, et lui seul, qui dispose. Il est temps de démanteler le mythe entourant la CSSCT. Contrairement aux idées reçues, elle n'est pas l'héritière directe du CHSCT, ce rôle appartient au CSE dans son ensemble. La CSSCT n'est qu'un expert interne, sans personnalité morale ni pouvoir de décision finale. Elle rédige des rapports, mais les débats de fond et les décisions juridiques doivent impérativement rester au niveau du CSE. Attention au risque de court-circuitage, l'employeur peut tenter de confiner les sujets de santé et sécurité à la CSSCT pour neutraliser votre pouvoir juridique. Si un risque grave n'est pas débattu en CSE plénier, vous perdez le bénéfice de la « faute inexcusable » de droit en cas d'accident. Utilisez votre règlement intérieur pour réajuster les pouvoirs et, si besoin, renommez ces groupes de travail pour garder une liberté totale d'organisation. En cas de blocage persistant de l'employeur, vous pouvez invoquer une force extérieure, l'inspection du travail. Si l'employeur refuse de réunir le CSE ou bloque les réunions obligatoires de santé et sécurité, la moitié des membres peut solliciter l'agent de contrôle. Celui-ci peut alors présider la séance à la place de l'employeur, un levier puissant qui rétablit immédiatement l'équilibre des forces. L'arme de dissuasion ultime reste le délit d'entrave. C'est la menace pénale qui garantit l'équilibre. Pour qu'il soit constitué, il faut un acte prévu par la loi, une action ou omission prouvée, et une intention délibérée. Notez bien que la prescription est de 6 ans et qu'elle s'interrompt dès le premier acte de poursuite. C'est un outil de pression majeure pour ramener l'employeur à la table des négociations. En résumé, votre arsenal tactique se décline en 3 niveaux. D'abord, la maîtrise fluide du quotidien via l'ordre du jour. Ensuite, la création d'un déséquilibre par les suspensions de séance et le renforcement des suppléants. Enfin, la frappe décisive par le biais des PV, de l'inspection du travail ou des poursuites pénales. L'objectif n'est pas la guerre, mais d'assurer un dialogue social respectueux et efficace. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.